Bonjour à tous et bienvenue sur Collapso. On commence cette semaine un nouveau cycle de vidéos qui seront des interviews et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurent Testo. Bonjour Laurent Testo. Bonjour Olivier Billot. Sur ta carte de visite, je vois que tu es journaliste, guide conférencier et formateur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené jusque-là? Alors, journaliste, c'est simple, j'ai fait des études de journaliste, je suis devenu journaliste, pigiste d'abord, ce qui consistait à faire des reportages pour plusieurs journaux. Ensuite, j'ai eu une période un peu difficile, comme la plupart des pigistes, donc je suis devenu secrétaire de rédaction, c'est-à-dire que je m'occupais de relire les articles des autres et de coordonner la mise en page, de vérifier l'adéquation des textes et des photos, etc. Puis après ce parcours un peu technique, j'ai été embauché à Sciences Humaines, où je suis resté 18 ans, et où je suis devenu journaliste spécialisé en histoire et en sciences des religions, tout simplement parce qu'il n'y avait personne qui s'occupait de ces disciplines-là à Sciences Humaines au moment où j'y suis arrivé. Et j'ai découvert l'histoire globale, ce qui m'a passionné. Comme j'étais un peu dans un secteur mouvant, j'ai également passé les diplômes de guide conférencier, donc j'ai exercé ces deux professions simultanément. Et puis, j'ai été amené à diffuser l'histoire globale et donc je suis devenu formateur. J'ai suivi des cycles de formation, devenir formateur. Voici donc mon parcours. Il y a 3 ans, j'ai quitté Sciences Humaines pour me consacrer à plein temps à la promotion de l'histoire globale et de plus en plus me trotter dans la tête l'importance de l'environnement. Parce que l'histoire globale, c'est une forme d'histoire surtout pratiquée dans le monde anglo-saxon, et de nombreux historiens du global en sont venus à s'intéresser à l'environnement. C'était les historiens dont l'œuvre me plaisait le plus, notamment Alfred Crosby, John et William McNeill. Donc j'ai un peu marché dans leurs traces et j'ai réexploré cette histoire environnementale, ce qui a abouti à un livre, Cataclysme. Tout à fait. Du coup, l'histoire globale, est-ce que tu peux dire un tout petit peu plus ce que c'est, ce que ça représente et pourquoi c'est novateur, pourquoi ça n'a pas trop été travaillé, notamment en France? Alors en France, elle est évoquée assez tôt dans le courant des annales. Il y a plusieurs historiens qui s'y intéressent, notamment Fernand Braudel, il y a une 50aine d'années. Mais cela bute en fait sur les pratiques historiennes en France, de la profession d'historien. On est adoubé historien en France à partir du moment où on travaille les archives. Mais dès lors se pose un problème quand on attaque des sujets qui sont sur la longue durée, qui était cher à Fernand Braudel, ou sur la grande distance. On se retrouve avec des archives en plusieurs langues. Et au bout d'un moment, il y a trop d'informations absorbées par le biais des archives. Donc les historiens américains au premier chef, depuis une 50aine d'années, s'emploient à diffuser cette approche d'histoire globale qui consiste à compiler des recherches de seconde main pour en tirer un sens général. Il n'y a que de cette façon qu'on peut s'attaquer en histoire à des grands objets comme la mondialisation ou à une période longue dans son intégralité sur une grande distance. Donc faire une histoire aujourd'hui sur des grands sujets, et nous vivons une époque telle où nous sommes obligés de nous attaquer à des grands sujets, on ne peut pas faire une histoire du climat à partir des seules archives. On peut le faire en fait, je suis un peu injuste, Emmanuel Leroy-Ladurie l'a fait, il s'en est très très bien tiré. Mais c'est une histoire des vendanges, c'est une histoire où le climat n'a peut-être pas l'importance qu'il devrait avoir, c'est une histoire très fine qui nous enseigne beaucoup de choses, mais qu'il importe de renforcer avec une autre histoire, celle-ci transdisciplinaire, qui va aller mettre à part égale avec le récit historique de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'économie, pour nous dire comment l'humanité en est arrivée à la situation présente. Et il y a urgence à faire une telle histoire, tout simplement parce que la plupart des experts, en tout cas en matière climatique, s'accordent à dire qu'il ne reste probablement que quelques décennies à l'humanité avant le chaos. Or, nous sommes sur une trajectoire qui nous mène au chaos, mais on en reparlera un peu plus tard, si on continue de façon inerte à la subir. Donc tu l'as dit, tu as écrit un livre Cataclysme qui est sorti en 2017. Bon, normalement ça ne se fait pas, mais je vais spoil directement. Je tombe à la conclusion. La première phrase de la conclusion, c'est l'humanité livre une guerre à la planète. D'où te vient l'idée de l'écriture de ce livre Cataclysme ? Alors à l'origine, il ne devait pas s'appeler Cataclysme, c'est un titre qui a été choisi en accord avec l'éditeur. J'étais parti sur l'idée de Quand la maison brûle, c'est-à-dire c'était revisiter les moments où l'humanité a été face à des périls et comment dans le passé elle a géré ces périls. C'était un peu la démarche déjà de Jared Diamond dans Effondrement. Et
chemin faisant, j'en suis venu à écrire une histoire un peu plus longue que celle d'Effondrement, qui focalise certes sur des effondrements du passé, mais sur toute l'évolution de l'humanité. C'est une sorte de compilation, en fait, des livres anglo-saxons sur cette question et de la recherche scientifique publiée dans des revues scientifiques comme Nature ou Science, que je compile donc en tant que journaliste scientifique. Ma démarche est purement d'enquête journalistique à partir d'un matériau scientifique. Et donc dans ce livre Cataclysme, on revoit donc depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en gros les interactions entre l'homme et la nature, que ce soit la nature sur l'homme ou l'homme sur la nature. À ce titre, donc il y a 2 livres qui me sont venus à l'esprit. Tu viens de parler d'Effondrement de Jared Diamond, donc que tu critiques. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu dessus sur les quelques critiques que tu as pu faire sur le livre de Jared Diamond? Est-ce que c'est un livre à lire ou est-ce que ce n'est pas un livre à lire? Alors, s'il y a un livre à lire de Jared Diamond, c'est Guns, Germs and Steel, qui était curieusement traduit en français par De l'inégalité entre les sociétés, qui est le livre que Jared Diamond a fait quelques années avant Effondrement, et qui est, à mon avis, fondamental en histoire globale, parce que c'est vraiment un premier livre compilation, justement, de l'histoire humaine. Et qu'il essaye de répondre à une question qui est fondamentale dans l'histoire globale, c'est pourquoi l'Occident a-t-il imposé son modèle au reste de la planète à partir soit du XVIe siècle, soit en tout cas à partir du XVIIIe, XIXe siècle, l'Occident devient hégémonique et aujourd'hui nous vivons tous selon les normes occidentales ou du moins selon le rêve posé par l'Occident d'un développement infini, voilà. Effondrement est plus discutable parce qu'il est spéculatif et qu'il s'appuie sur des vieilles sources et que chaque cas particulier décrit dans Effondrement, à l'exception des cas contemporains qui sont vécus par Jared Diamond aux États-Unis, ne correspondent pas aux recherches actuelles sur ce qui s'est passé. On sait par exemple aujourd'hui que les Vikings du Groenland ne sont pas morts de froid et de faim. Ils ont fui le Groenland parce que c'était le début du petit âge glaciaire et que leur économie n'y était plus tenable. Donc, ils sont partis. Et, contrairement à ce qu'affirme Jared Diamond, ils mangeaient des mammifères marins et du poisson comme leurs voisins. Il suffit de lire une saga, n'importe laquelle au hasard. Quand il y a un festin dans la saga, on bouffe du phoque, du hareng, voilà. Mais le contexte était qu'en fait, les groupes qui s'étaient installés au Groenland faisaient commerce d'ivoire de morse. Et l'Europe avait besoin d'ivoire. Au temps des Romains, on se procurait l'ivoire en Afrique, puis ces circuits commerciaux s'étaient effondrés lorsque l'islam avait pris l'Afrique et donc coupé l'Afrique noire de l'Europe. Et à ce moment-là, les Vikings avaient découvert les morses du Groenland et l'ivoire des morses remplaçait l'ivoire des éléphants. Et à partir du XIIIe siècle, avec le petit âge glaciaire, les liens commerciaux s'étaient aussi renforcés avec le monde arabe qui envoyait de l'ivoire d'éléphant qu'il allait chercher en Afrique vers l'Europe. Et donc le cours de l'ivoire de morse s'est tout simplement effondré et c'était devenu inexploitable parce qu'il faisait vraiment trop froid, la navigation devenait dangereuse, etc. Donc les Vikings sont partis du Groenland. Ils ne se sont pas laissés mourir de faim, ils ont été actifs par rapport à cette faim-là. On peut faire la même chose pour les Mayas, pour l'île de Pâques notamment, une sorte de debunking des mythes véhiculés par Effondrement. Mais en même temps, je ne voudrais pas paraître trop sévère par rapport à Jared Diamond. Faire de l'histoire globale, c'est une entreprise périlleuse parce qu'on est obligé de brasser énormément de concepts et de connaissances. Jared Diamond a fait des erreurs, ça ne veut pas dire qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Fondamentalement, il a posé des théories qui sont extrêmement intéressantes et qui se vérifient dans un certain nombre de cas, même si ce sont des cas qu'il n'aborde pas. Donc je recommande de le lire et d'y réfléchir, sachant que c'est une activité longue, puisque ce sont des livres assez longs. Il y a un autre livre qui m'est venu à l'esprit tout de suite en lisant le tien, et même déjà dès la table des matières, c'est Sapiens de Harari. Est-ce qu'il y avait une volonté de se rapprocher de ce livre ou pas? Est-ce qu'il y a des différences fortes entre vos 2 livres? Alors, quand j'ai commencé à écrire Cataclysme, je ne connaissais pas Sapiens, je l'ai lu en anglais pendant la rédaction, un peu à la fin de la rédaction de Cataclysme. Donc il m'a influencé pour partie, parce qu'il est vrai qu'on traite de la même chose, avec les mêmes sources. Pour le coup, Harari est à jour de ses sources. Je dirais que nous le faisons de façon différente, que nous n'avons pas les mêmes conclusions sur le futur. Harari est plus technophile et plus proche de positions, je dirais, libérales.
ce qui n'empêche pas qu'il peut être extrêmement inquiétant dans ses conclusions. Et Harari a choisi plutôt un parti pris narratif plus simple que moi, c'est-à-dire qu'il navigue dans des grandes notions avec des anecdotes et une forme qui se rapproche du conte pour mieux diffuser son propos. J'ai choisi une forme un peu plus aride tout en l'espérant narrative, suffisamment narrative pour capter un large public. Mais il est vrai que mon livre se lit peut-être un peu plus difficilement que celui d'Harari. En revanche, contrairement à Harari, je source quasiment tout ce que je dis. À la fin, il y a un gros appareil de notes. Et on peut d'ailleurs lire Harari en se référant à cet appareil de notes parce qu'il y a beaucoup de sources en commun que l'on devine quand on connaît cette littérature-là dans le texte de Harari. Je parle bien de Sapiens, hein, pas des deux qui ont suivi. Que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas en parler. Donc dans ce livre Cataclysme, on suit l'histoire de Singe, Singe avec un S majuscule. C'est le nom que tu as choisi de donner à l'être humain. Je me suis posé la question, est-ce que c'est une provocation, est-ce que c'est une moquerie, ou pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, Singe, ce n'est ni une provocation, ni une moquerie, et ce n'est pas tout à fait l'humain, c'est l'humanité dans son ensemble, comme une force motrice un peu. C'est un résumé de l'humanité. Alors, Singe, parce que, alors comme je l'explique au début, c'est un personnage intéressant dans certaines mythologies, notamment chinoises et indiennes. Dans la mesure où c'est un être absolument extraordinaire dans la mythologie indienne, il rase les montagnes, il peut sauter d'un bond, c'est Hanuman en fait, le dieu Hanuman, il peut sauter d'un bond de l'Inde au Sri Lanka. En fait, c'est un dieu à l'antique, et en fait, on fait aujourd'hui exactement la même chose. S'il vous prend fantaisie de sauter de l'Inde au Sri Lanka en un seul bond, ben vous prenez un avion. Si vous voulez raser une montagne, c'est un peu plus compliqué, il vous faut plus que le budget pour prendre un ticket aérien. Il faut être à la tête d'une multinationale minière qui a décidé de raser une montagne. Mais ça se fait, on rase des montagnes aujourd'hui quand on manque de certains minerais, par exemple. Donc, nous sommes devenus l'égal d'un dieu. Et quelque part, nous sommes restés en fait tout aussi prétentieux que les singes dont nous, non pas descendons, nous sommes un singe en fait, un grand singe. Nous sommes apparentés aux chimpanzés. Et nous avons beaucoup en commun avec eux, et notamment la propriété de digérer l'alcool. Pour résumer cette histoire, il faut imaginer que les ancêtres communs des chimpanzés, des gorilles et des humains, il y a 10 millions d'années, étaient des singes arboricoles en Afrique. Et à un moment, il y a eu un refroidissement sur Terre, et l'Afrique de l'Est s'est aridifiée pour diverses raisons. L'Afrique de l'Ouest est restée fertile. Et à ce moment-là, les singes sont descendus des arbres et ont grossi. Et ils ont appris à manger des fruits plus mûrs parce que ceux-ci tombaient des arbres, et donc à digérer l'éthanol dans les fruits, donc l'alcool. Et ce que je dis donc, c'est que les chimpanzés et les gorilles sont nos frères de cuite. Il y a 10 millions d'années, nous avions un ancêtre commun qui a appris à digérer l'alcool. Et puis, les chimpanzés, les gorilles et les chimpanzés ont donné naissance aux bonobos depuis. Donc ces trois espèces de singes-là ont prospéré dans la forêt qui est restée à l'ouest de l'Afrique. Et nos ancêtres à nous, ils sont retrouvés dans la savane, une forêt qui disparaissait, plus de fruits, il fallait trouver autre chose à bouffer d'urgence. Ils ont expérimenté plusieurs solutions. Certains se sont mis à creuser le sol pour en extraire des racines. Pour résister aux prédateurs, ils sont devenus super musclés comme des gorilles. Et ils repoussaient ainsi les prédateurs, se groupaient et mangeaient des racines. Ils avaient des dents énormes, des mâchoires, bon voilà. C'était une solution, et ça c'est ce qu'on appelle les australopithèques robustes ou paranthropes aujourd'hui. Et puis il y avait les australopithèques graciles, la famille à laquelle appartient Lucie, qui ont appris à courir vite pour échapper aux prédateurs, qui sont beaucoup plus fins et qui mangeaient un peu de tout, des herbes, etc. Alors on a essayé de manger les graminées, les graines qui poussaient, tout ça. Puis il y en a un qui est devenu carnivore, et ça a bien marché, tellement bien que nous en sommes le descendant. Carnivore, probablement d'abord charognard, et puis bon, il s'est redressé. Il y a eu un gros afflux de protéines, son cerveau a grossi, le fait d'être debout lui a permis d'avoir un gros cerveau, j'explique par quel processus. Bref, il y a eu ce que les économistes appellent un cercle vertueux. Nos modifications d'adaptation à l'environnement ont abouti à une nouvelle bestiole, qui étaient les premiers humains. Alors le problème, c'est que nous sommes devenus donc un chasseur et le chasseur le plus puissant que la création avait engendré, parce que très vite on voit en Afrique, quand on mène l'enquête, qu'il y a 2 millions d'années à peu près,
quelque chose commence à repousser les carnivores des niches écologiques qu'ils occupent, et a priori c'est bien notre ancêtre qui fait des outils et qui est déjà en mesure de les repousser. Pourquoi? Probablement parce que les bras se sont libérés avec la course, avec la bipédie, et donc il peut jeter des projectiles, et il a appris à jouer de son psychisme en fait, probablement pour éloigner les carnivores de ses proies. Il est capable également probablement de traquer les animaux comme le font la plupart des peuples premiers à la course d'endurance. C'est là où les choses se compliquent. Bipèdes, on court lentement. Et donc, les quadrupèdes nous distancent. Mais on a un avantage immense. On a perdu nos poils. Notre corps s'est couvert de glandes qui exècrent la sueur. Et donc, on a une machine à gérer la chaleur. Nous sommes le seul animal à pouvoir courir le marathon sous le soleil de midi en Afrique. Et ça veut simplement dire que l'on doit courir derrière les antilopes. Elles décampent, on continue à courir, on les rattrape, elles redécampent. Sur le sprint, elles nous dépassent. Mais à la course d'endurance, au bout de 5 heures, elles s'effondrent parce qu'elles n'ont aucun moyen d'évacuer la chaleur si ce n'est en haletant. Et donc, à ce moment-là, elles sont tellement épuisées qu'elles sont faciles à achever. C'est comme ça qu'on chasse à l'origine. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, tous les autres carnivores chassent par un ensemble d'indices qui commencent par l'odorat, les oreilles. Les chiens, par exemple, les loups, ils peuvent trianguler l'odorat, ils peuvent trianguler les oreilles. La vue est plus perçante que la nôtre, mais elle ne détecte que le mouvement. Mais ils ont tout un ensemble de choses qui leur permet de détecter les traces, et notamment le flair. Tous les animaux carnivores chassent au flair, mais sur Terre. Hein. J'exclus les oiseaux, les rapaces qui chassent par la vue comme nous. Mais nous, quand nous perdons le contact visuel avec notre proie, nous sommes perdus. Ce n'est pas le cas du loup. On va prendre vous laissez une empreinte de chevreuil dans la neige. Nous pouvons la lire et suivre le chevreuil. Le loup ne va pas le faire s'il n'y a pas l'odeur. Si on enlève l'odeur, il voit très bien la piste, mais il ne va pas la suivre. Il a besoin du stimuli de l'odeur. Nous n'avons pas ça, et donc nous traduisons, nous construisons un monde de signes pour lire la piste. Parce que nous n'avons que cet indice-là. Pour le loup et le flair, cet animal est vieux, je l'aurai plus facilement que les autres, et il va suivre cette piste-là pour l'épuiser. Nous, pour savoir que l'animal est vieux, on est obligé de cogiter avec le kilo de matière grise supplémentaire que l'évolution nous a donné, le cortex, et de faire des liens. Ah, là, il boite légèrement, c'est donc qu'il sera plus lent que l'autre, et que j'ai intérêt à suivre cette piste-là. Et en fait, on a fait tellement de cogitation dans notre cerveau qu'on a construit des dispositifs de signes absolument uniques dans le monde animal, le langage. Non pas que les animaux n'aient pas de langage, mais nous avons compliqué avec une syntaxe à des points inégalés ailleurs. Nous avons inventé des choses comme les mathématiques, comme l'art, pour communiquer, pour toujours créer plus de dynamique dans notre espèce de communication. Et c'est grâce à tout ce dispositif de construction de signes que nous avons dans le cerveau. Et c'est avec ce cerveau-là qu'au bout de quelques millions d'années d'évolution, il y a 200 000 ans peut-être, nous sommes devenus les maîtres du monde. Nous avons domestiqué le feu et nous avons inventé le langage, l'art, tous ces dispositifs qui nous permettaient d'avoir un grand impact sur l'environnement. Dès le début du livre, tu nous dis qu'il y a 7 révolutions majeures dans toute l'histoire. Donc là, tu viens de parler, il me semble, de la révolution biologique et cognitive. Oui, en tout cas, les deux premières révolutions. Voilà, donc ce que je voulais te proposer, mais ça tombe bien que tu aies commencé, c'était de parcourir un tout petit peu les 7 révolutions, de voir en quoi ça a modifié le rapport entre l'homme et son environnement. Voilà, donc on l'a fait pour la biologie, pour le cognitif. La révolution suivante étant la révolution agricole. Tout à fait. Alors, je vais revenir juste sur la notion de guerre qui structure encore, qui chapeaute plus cette notion de révolution. Je pense qu'il y a 3 phases dans l'existence de l'être humain. Il faut comprendre que singe, l'humanité, a besoin de se nourrir comme tout être. Et donc, il mène, comme tout animal, une guerre à son milieu dans la mesure où il prend à son milieu et que généralement le milieu trouve moyen de coexister avec le flux que cela génère. Nous avons trouvé moyen d'extraire plus de notre milieu. Donc la guerre en question, c'est
une guerre à la nature pour se procurer les ressources. La première guerre, c'est celle des chasseurs-cueilleurs. L'essentiel de l'histoire de l'humanité, c'est une guerre à basse intensité parce qu'on n'avait pas beaucoup les moyens d'impacter l'environnement, même si on l'a fait en laissant des traces archéologiques de cette guerre-là. La deuxième phase, ça a été domestication du vivant et début en fait des civilisations. Et ça, c'est une guerre de moyenne intensité menée à la nature parce qu'on a intensifié la production de nourriture sur la nature. Et la troisième phase commence il y a environ 2 siècles, une guerre à haute intensité qui repose sur l'usage de technologies de guerre. Donc celle-ci, on en reparlera à la fin. Et on va revenir sur cette période donc des chasseurs-cueilleurs. Il y a une révolution corporelle, nous sommes devenus bipèdes et nous avons acquis un gros cerveau. Une révolution cognitive où nous avons utilisé ce gros cerveau pour inventer des moyens de coopérer en masse, c'est-à-dire le langage. Et nous avons domestiquer le feu qui a déjà permis d'impacter lourdement les milieux. On voit très clairement qu'à partir d'il y a 200 000 ans, les humains chassent les gros mammifères et les poussent lentement vers l'extinction. C'est particulièrement visible dans les nouveaux milieux où arrivent les humains, c'est-à-dire en Australie, il y a 65 000 ans, et dans les Amériques, il y a 25 à 15 000 ans, où les grands animaux disparaissent massivement à l'arrivée des humains, à l'arrivée de singes. Et puis vient un moment où sur Terre, il y a environ 5 millions de chasseurs-cueilleurs et c'est à peu près tout ce que la planète peut accueillir au niveau des écosystèmes. Il y a un cliquet malthusien qui s'est mis en place, c'est-à-dire un moment où on ne peut plus drainer plus de ressources dans le milieu pour que la population croisse. Et pour la première fois peut-être dans l'histoire naturelle, une espèce animale qui a réussi déjà à s'implanter dans quasiment tous les milieux. On n'était pas les premiers à le faire, les éléphantidés l'avaient fait avant nous, les canidés l'avaient fait avant nous. Mais une espèce animale, parmi d'autres, va parvenir à intensifier massivement la production de nourriture autour d'elle. Et c'est ça la troisième révolution, la révolution agricole, c'est la domestication du vivant. Et elle comprend 3 volets, en fait, ce programme de domestication. La domestication du végétal, nous allons changer le génome du blé pour pouvoir récolter plus de graines, des graines plus charnues, plus nombreuses, pour pouvoir changer de régime alimentaire. Nous allons domestiquer les grands animaux qui ont survécu au massacre. Par exemple, l'auroch. On va prendre un gros animal sauvage extrêmement puissant et on va le transformer en vache bien docile pour avoir à manger, puis plus tard on aura du lait avec. Et puis on va domestiquer un 3e volet dans ce programme, c'est l'humain. On va lui apprendre la hiérarchie, on va construire des sociétés plus efficaces dans leur milieu. Et c'est là où il faut se débarrasser aussi d'une vision qui consisterait à dire que le progrès c'est forcément bien pour l'individu. Le progrès, d'un point de vue évolutionniste, c'est bien pour l'espèce, c'est-à-dire ça aboutit à la multiplication de l'espèce. Mais ce n'est pas bon pour l'individu. À vrai dire, l'évolution se fout du confort individuel. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes moins grands, moins forts, et probablement moins libres dans nos têtes, et moins intelligents, que les chasseurs-cueilleurs dont nous descendons. Les séries statistiques sur les chasseurs-cueilleurs montrent qu'ils étaient encore plus grands que les générations contemporaines. On a à peu près 1,83 m pour les humains modernes qui sont arrivés en Europe il y a 40 000 ans, ce qu'on appelait autrefois les Cro-Magnons. Et ils étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus robustes que nous, avec un plus gros cerveau. Le néolithique a abouti à avoir des populations humaines plus petites, tout simplement parce qu'on a mis les enfants à un travail dur au champ. Ils ne couraient plus derrière le gibier, ils se nourrissaient plus d'un ensemble de nourriture, plus équilibré. Et la conséquence, c'est que la taille s'est tassée. Il y a 12 cm d'écart entre les populations sédentaires et les populations restées chasseurs-nomades il y a 6000 ans en Grèce quand on fait des études statistiques.
On voit dès lors que c'était une mauvaise idée de devenir agriculteur pour le bonheur individuel. Mais c'était quelque chose qui était des sociétés formidablement efficaces, dans la mesure où les sociétés agricoles ont repoussé les chasseurs-cueilleurs aux marges du monde et les ont détruits. Il ne reste quasiment aujourd'hui plus de chasseurs-cueilleurs sur Terre, et quand il en reste, c'est dans des zones très arides, le désert du Kalahari, ou dans des jungles qu'on considère comme impénétrables. Voilà. Et eux, en fait, ont tout perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez voir des chasseurs-cueilleurs, vous trouvez plutôt des gens de petite taille, etc. C'est parce qu'on les a repoussés aux marges du monde, avec des écosystèmes où on ne peut pas assurer une nourriture conséquente. Et le modèle agricole a fini par conquérir la planète, et avec un succès immense, puisque de 5 millions de chasseurs-cueilleurs, 10 000 ans plus tard, au début de notre ère, on était passé à 260 millions de personnes sur Terre. Et donc, c'était un gain formidable. Mais c'était aux dépens des individus. Donc la révolution suivante, c'est la révolution morale, donc c'est l'arrivée de l'Église, des religions dans l'humanité. En quoi ça a impacté très fortement les rapports entre l'homme et son environnement ? Toute la course, en fait, qu'a menée Singe pour prospérer aux dépens de la nature, c'est faite sur le mode... La puissance de Singe, c'est la capacité entre humains à coopérer. Au début, en tant que chasseur-cueilleur, c'est des petits groupes où s'exerce une autorité d'un chef qu'il a redistribué éventuellement à des subordonnés, mais nous sommes dans un groupe relativement limité. Quand on invente le langage, on peut déjà communiquer à plusieurs millions, voire aujourd'hui plusieurs milliards, sur un mode commun. Quand on invente des choses comme les religions universelles ou les idéologies universelles, on peut encore communiquer de façon plus profonde. C'est-à-dire qu'on sait que la plupart des grandes religions, le bouddhisme, comme le christianisme ou l'islam, se sont diffusées non pas par la guerre, c'est arrivé, mais surtout par le commerce. Pourquoi ? Simplement parce que des gens plus riches que nous arrivent de loin avec des marchandises qu'on a envie d'acheter, et que pour entrer en confiance avec eux, l'élite se convertit à la foi des nouveaux venus, et comme ça on a un document, un concept sur lequel on peut baser la confiance. Je crois en ce qui est dit dans le Coran, toi aussi, et comme ça on peut échanger en confiance en promettant de respecter ce qui est dans le Coran ou la Bible, ou peu importe, ça dit la même chose. Ça repose sur la règle d'or, la règle de la réciprocité. Je ne ferai pas à autrui ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse. Et à partir de cette règle de double négation se créent des liens de confiance qui sont renforcés par le sacré. Tout ça, ce sont des constructions mentales, mais qui permettent de coopérer à plus grande échelle. Et il y a 2500 ans sont nés les grands dispositifs religieux que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le monothéisme du côté des Hébreux, c'est le temps des prophètes, les grandes religions orientales ou idéologies orientales, le bouddhisme, le jaïnisme, le brahmanisme qui allait devenir hindouisme, et en Chine, le confucianisme, le taoïsme, ainsi que d'autres idéologies qui ont un peu disparu, mais qui ont continué à influencer l'histoire chinoise, qui était le moïsme, une forme de communautarisme paysan, et le légisme, une forme d'idéologie dans laquelle l'État est tout, et qu'on voit ressurgir aujourd'hui sous forme de totalitarisme, etc. Donc, toutes ces idéologies-là, on peut y rajouter également le zoroastrisme, qui était un dualisme à sa base, c'est-à-dire une opposition entre entre une créature mauvaise et une créature bonne. Toutes ces idéologies-là avaient une vocation universelle, c'est-à-dire à se diffuser au reste du monde. Et elles ont accompagné l'essor également de structures étatiques de pouvoir, les empires, qui étaient à vocation universaliste. Et les deux vont marcher de concert avec un troisième pouvoir qui était celui de l'argent. C'est le moment, il y a 2500 ans, où on invente simultanément la monnaie dans 3 endroits de l'ancien monde, c'est-à-dire Europe et Asie, de façon indépendante, mais parce que le besoin s'en fait sentir. Il y a donc un élan de connexion avec ce que j'appelle les 3M, c'est-à-dire les missionnaires des religions universelles, les militaires des empires universalistes et les marchands. Et le tout va de concert. La religion aide au développement
des liens de commerce longue distance. Les États les taxent et créent des infrastructures pour que ce commerce ait lieu. C'est le moment des grandes routes, des ponts, voilà. Et c'est une dynamique qui commence à ce moment-là et qui marque donc une révolution très forte, une révolution morale où l'humanité entière pourrait être sous une idéologie commune. Sauf que ça ne marche jamais parce qu'un des propres de singe, c'est aussi d'être un animal pointilleux qui toujours éprouve le besoin à un moment de dire « ça c'est nous » et de s'opposer à une altérité. Voilà. Un peu plus tard, Singe construira un concept qui s'appelle la nature, qui lui permettra de s'opposer à la nature. Mais dans l'immédiat, Singe s'est surtout opposé à lui-même, c'est-à-dire que les différents projets universaux sont entrés en concurrence. On a opposé l'islam au christianisme ou d'autres religions entre elles. Des projets politiques, évidemment, sont entrés en concurrence. Les empires se sont heurtés. L'empire romain et l'empire perse, l'empire chinois et l'empire mongol, etc. Et donc, il y a eu une sorte de grand jeu de billard autour de ces forces qui sont nées pendant la révolution morale. D'accord. Donc la suivante, c'est la révolution énergétique. Et là, on tombe donc dans le 19e siècle. Oui, en fait, je pourrais un peu zigzaguer et dire ça aurait pu avoir lieu au XIe siècle dans la Chine des Song, puisque les Song détenaient, qui était une dynastie chinoise qui dominait la Chine au XIe siècle, les Song du Nord détenaient plusieurs des ingrédients qui allaient permettre la révolution énergétique du XIXe siècle, à savoir des hauts fourneaux, extraction de charbon, production d'acier en masse, production de casseroles en série. Ça a l'air de rien de produire des casseroles en série, mais ça veut dire que vous stérilisez l'eau et donc que vous augmentez l'espérance de vie de votre population, à tel point que la Chine était en expansion démographique très forte grâce à ça. Ils connaissaient l'imprimerie, ils imprimaient les manuels d'agronomie, par exemple. Donc ceux qui dirigeaient des grands domaines agricoles avaient des technologies et des savoirs pour augmenter la production agricole, et la population chinoise à l'époque comptait pour le tiers de la population mondiale. Sauf que c'était un tel succès que ça avait un revers écologique. Ils ont érodé leur milieu, ils sont montés à l'assaut des forêts qui les entouraient au loin, ils ont repoussé les peuples nomades qui occupaient ces steppes, ces forêts, etc. Ils ont déforesté, et l'érosion a entraîné en revers un effondrement de la production agricole et notamment une accumulation des limons dans les fleuves, et le niveau des eaux est monté et on a construit des digues pour les enserrer, et à un moment il y a eu une crue telle qu'elle a brisé une digue, il y a eu 1 million de morts et l'État Song a été complètement dépassé. Il a essayé de changer le cours des événements, il a investi énormément dans des infrastructures, il s'est ruiné. Entre-temps, les nomades qu'il avait repoussés au temps de sa splendeur se sont organisés sur son modèle et ils ont pris d'assaut l'Empire, qui s'est donc effondré sous les limites écologiques et sous la violence de ses voisins. Voilà. Et la Chine a connu ce type d'épisode à plusieurs reprises au cours de son histoire, au moins 5 fois depuis 2000 ans. Elle a connu des effondrements écologiques. Le dernier a eu lieu au 19e siècle. Et donc, au XIe siècle, la Chine aurait pu connaître cette révolution industrielle et énergétique, et elle ne l'a pas connue. Elle en avait les éléments, mais il y a eu un cliquet malthusien, un moment de choc écologique qui l'en a empêché. Ce qui fait que, malgré tout, c'est en Chine où il y avait la plus forte population mondiale, le plus gros dynamisme, et c'est la Chine qui a inventé les inventions fondamentales, le papier qui a permis la bureaucratie, les hauts fourneaux qui ont permis l'acier, les différentes technologies qui ont permis, la poudre, on le sait, etc., qui ont permis en fait à l'Europe de s'affirmer plus tard, à partir du XVIe siècle, sur les océans, avec la boussole et le canon, 2 inventions chinoises, et puis progressivement de dominer le monde, notamment à partir, mais c'est tout un ensemble d'événements que je décris dans Cataclysme, c'est un ensemble de hasards en fait. Et à partir du 19e siècle, cela devient particulièrement visible, mais c'était la question fondamentale en fait de l'histoire globale, c'est pourquoi l'Europe domine-t-elle le monde au 19e siècle? Et en fait la réponse, elle a été apportée assez récemment, depuis l'an 2000, c'est grâce à un avantage accidentel écologique. La Chine s'est effondrée au 19e siècle parce qu'elle a été victime de la malédiction chinoise, qui est tout simplement avoir une part importante de la population mondiale, 20 à 35% au cours de l'histoire, et n'avoir que 8% des terres agricoles.
au monde. Et donc les Chinois ont appris à intensifier leur production, mais ça ne suffit pas. Quand la population monte, ils se heurtent à des limites écologiques et voilà. Aujourd'hui, ils pallient ces limites écologiques en important des produits alimentaires. Ça tiendra ce que ça tiendra. Mais dans le passé, quand ils n'avaient pas cette capacité-là, eh ben, les empires s'effondraient. Les empires chinois s'effondraient les uns après les autres. Il y avait un renouvellement de dynasties et un fort ralentissement démographique, voire des dizaines de millions de morts généralement à ces moments de crise. L'Europe, elle, s'en est sortie haut la main en construisant un monde particulier où les États étaient en compétition, où on se livrait des guerres de façon de plus en plus efficace, ce qui nous a permis à partir du 19e siècle, lorsqu'on a commencé à dominer les énergies fossiles, de dominer la planète entière. Et on a fait un saut quantitatif. Dans cette guerre qu'on livre à la nature, on en a tiré de plus en plus de ressources, ce qui a permis en fait cette conquête du monde et la civilisation dans laquelle nous vivons. Le seul problème, c'est qu'il y avait un prix à payer et qu'on n'en était pas forcément conscient. D'accord. Il y a une question que j'avais par rapport à justement cette révolution énergétique. Tu dis dans le livre, en gros, que ceux qui ont utilisé le charbon pour se développer sont devenus plutôt des démocraties et ceux qui ont utilisé le pétrole pour se développer sont plutôt devenus des dictatures, des régimes totalitaristes. Comment ça peut s'expliquer ? Alors, c'est Timothy Mitchell qui a posé ce paradoxe. C'est tout simple, mais c'est aussi lié aux évolutions internes des sociétés. C'est en Angleterre que la révolution énergétique commence, ce qu'on appelle la révolution industrielle, mais mieux vaut l'appeler la révolution énergétique. Elle commence dans un pays qui a depuis longtemps défié le pouvoir royal. Où, depuis le XIIIe siècle, il existe un document, l'Habeas Corpus, qui donne du pouvoir à des individus, même s'ils font partie de l'élite. Ces individus se sont appropriés les terres au cours du processus des enclosures depuis au moins le XVIe siècle, c'est-à-dire qu'ils ont forcé les paysans à un exode rural précoce, se sont emparés des terres pour faire paître des moutons. Les biens collectifs qui existaient dans toute l'Europe ont reculé en Angleterre avant de reculer ailleurs. La laine des moutons servait à nourrir une balance commerciale déficitaire, mais a enrichi ces riches propriétaires qui par ailleurs détenaient un pouvoir politique, c'était les lords, voilà, qui pouvaient tenir la dragée haute au roi. Donc il y avait une tradition en Angleterre, je ne dirais pas de décentralisation, mais en tout cas de partage, de morcellement un peu du pouvoir. Et l'Angleterre s'est retrouvée face à l'Espagne, au moment où l'Espagne était à son apogée, 16e, 17e siècle, parce que l'Angleterre était hébergée des hérésies, en gros l'anglicanisme, le protestantisme, que l'Espagne, qui s'était intronisée champion de la papauté, avait décidé d'éradiquer. Et donc, face à un adversaire qui était beaucoup plus fort qu'elle, l'Angleterre a recouru au libre marché pour s'en sortir. C'est là l'origine du libéralisme. En 1600, par exemple, le roi autorise la création de la première société par action, qui est la Compagnie des Indes orientales, Compagnie britannique des Indes orientales, qui va être la plus grande firme de tous les temps, puisque ce sont des marchands qui s'associent. Selon le principe de la société anonyme, on partage les pertes et ça permet de faire du commerce longue distance avec l'Asie. Mais cette société-là va devenir tellement puissante que 2 siècles plus tard, elle va conquérir un sous-continent entier qui est un des endroits les plus riches de la planète, qui est l'Inde, qui sont les Indes. On devrait parler des Indes au pluriel à ce moment-là. En très gros, les capitaux qui vont être générés par ces nouveaux rapports au monde, ces rapports marchands au monde, vont permettre de densifier la main-d'œuvre autour des villes en ayant entraîné un exode rural préalable dans ce processus. On prend les pauvres en charge, c'est ce qu'on appelle les maisons des pauvres, parce qu'on a peur de leur violence et s'ils sont inoccupés. Mais comme on est dans une société très morale, protestante, anglicane, etc., il faut que les pauvres travaillent, fût-ce pour rien, mais pour expier le fait qu'on les prenne en charge, qu'ils soient vulnérables. Donc les maisons des pauvres, on fait casser des cailloux aux pauvres, et moyennant quoi on leur donne une soupe le soir pour qu'ils se tiennent tranquilles. Et c'est une formidable main-d'œuvre que l'on va pouvoir mettre au travail à partir du moment où on a une source d'énergie autonome, qui est le charbon.
Et ce pourquoi on va privilégier le charbon, c'est pas parce que il est mieux que des sources d'énergie renouvelables. Au début, son rapport énergétique est plus faible que, par exemple, l'énergie hydraulique. Mais c'est parce que l'énergie hydraulique, on doit aller la chercher de plus en plus loin dans des vallées encaissées où les pauvres pourraient faire grève ou fuir la coercition des riches. On va mettre le charbon parce que c'est une source d'énergie mobile que l'on peut implanter où on veut, en l'occurrence près des grandes villes où on a déjà, l'exode rural a déjà poussé les masses de travailleurs disponibles. Et c'est donc une série de choix de société qui vont amener au charbon, à mettre les gens littéralement au charbon, à leur faire produire différents produits. Et alors, pourquoi le charbon va permettre la naissance de la démocratie? C'est tout simplement que ces gens-là sont déjà dans une culture où l'on peut accéder au bien-être individuel et que là où vous pouvez bloquer ce flux d'énergie, c'est dans les mines. Si les mineurs se mettent en grève, plus de charbon, et tout le processus s'arrête. Et là, ils peuvent dicter leurs conditions. C'est comme ça que naissent les syndicats, voilà. La démocratie participative. Le pétrole vient un peu plus tard. Et là, il pose un problème d'extraction. C'est-à-dire que ceux qui investissent dans le pétrole savent que ce qui s'est passé dans le charbon pourrait arriver. Donc, il y a deux cas de figure. Soit on est déjà dans une société où les gens sont autonomes, les États-Unis, et le pétrole va permettre un surcroît de démocratie quelque part. C'est la figure du petit entrepreneur qui arrive, qui dit « ce champ-là est à moi et je vais exploiter mon pétrole ». Ce pourquoi il y a plein de sociétés d'exploitation de pétrole, de gaz de schiste, etc. C'est qu'aux États-Unis, il y a un vivier déjà qui existe d'entrepreneurs libres et qui vont s'investir dedans. Dans les autres endroits où on découvre du pétrole, au Moyen-Orient notamment, on est dans des structures d'États médiévaux qui ont appris de l'échec antérieur de leur point de vue, c'est-à-dire de la perte de pouvoir qu'il y a eu en Occident des élites. Et donc, les conseils qu'on va leur donner et leur volonté elle-même, ça va être d'exploiter le pétrole de façon à ce que personne ne puisse bloquer la production. La meilleure façon, c'est de faire travailler des gens qui ne s'entendent pas et de créer des divisions artificielles, chiites contre sunnites. Et puis vous mettez deux chiites, deux sunnites ensemble à la tête du puits de pétrole. Et si vous avez bien monté les esprits en leur disant qu'ils sont ennemis depuis 1400 ans, ben, ils vont pas se mettre d'accord pour bloquer le puits de pétrole. Et puis à terme, vous allez construire des milices, etc. Donc un État dictatorial qui pourra exploiter le pétrole sans avoir à partager les bénéfices de l'exploitation avec ceux qui travaillent à son extraction. On a deux autres révolutions. Donc l'avant-dernière, c'est la révolution numérique. Oui, l'avant-dernière est la révolution numérique. L'afflux d'énergie, en fait, d'abord le pétrole, puis le charbon, c'est doublé également d'une révolution, d'un autre cliquet démographique. Je vais aller très vite là-dessus, mais c'est important comme étape dans Cataclysme. C'est qu'à la fin du 19e siècle, les cultures croissait tellement vite qu'on avait dépassé le milliard d'individus sur Terre et qu'on pensait être arrivé à un nouveau seuil démographique. On ne pourrait pas aller au-delà. On prévoyait déjà des guerres pour les terres pour les années 1930. Et c'est d'ailleurs habité par ce type de prédiction que Hitler a fait la guerre à l'Union soviétique, c'est qu'il voulait conquérir des terres vers l'Est. Sauf, disaient certains esprits, si on arrivait à faire des miracles, c'est-à-dire à sortir de l'azote, de l'air, pour s'en servir comme engrais, puisqu'on allait épuiser les ressources en azote, en phosphore de la Terre. Donc la chimie pouvait permettre de s'en sortir à condition de trouver ce miracle. Et la chimie a accompli ce miracle. Donc le pétrole, les dérivés du pétrole, ont permis d'extraire de l'azote de l'air, différents produits. Et ce sont des technologies initialement utilisées pour la guerre. L'azote servait à faire, les nitrates servaient à faire des explosifs. Puis après on s'est dit on peut en faire des engrais. Les gaz de combat de la Première Guerre mondiale se sont également transformés en produits de traitement. Et on a pu accompagner ainsi la croissance démographique de l'humanité en forçant la nature à produire toujours davantage. Au cours du XXe siècle, un hectare de blé a produit 10 fois plus que ce qu'il produisait entre 1900 et 2000. La productivité a été multipliée par 10. Le nombre de gens qui travaillaient sur ce même hectare a été divisé par 10. Donc la productivité réelle du travail agricole a été multipliée par 100. Et ça a permis
une formidable expansion. Donc cette révolution énergétique-là a accompagné notre expansion démographique et a permis de lever un nouveau cliquet malthusien qui était celui de la limite naturelle de l'agriculture. Grâce à l'artifice de la chimie, nous avons levé un nouveau seuil. Sauf qu'il a entraîné encore d'autres problèmes, comme on va pouvoir en parler. Et la révolution numérique est une conséquence logique de cette précédente révolution énergétique, c'est-à-dire qu'à partir des années 1950, singe est descendu de plus en plus profondément dans l'infiniment petit. Le numérique, c'est tout simplement le fait qu'on aille aux briques de l'information, les suites de 1 et de 0 qui sont dans ce qui est numérique, caméra, micro, etc., qui permettent en fait de maîtriser les données grâce au big data, de créer peut-être demain des consciences autonomes dans les ordinateurs, des intelligences artificielles en tout cas, c'est-à-dire des ensembles d'algorithmes capables peut-être de prendre des décisions à notre place, voire auxquelles on va déléguer certains pouvoirs. On est descendu également dans l'infiniment petit du monde atomique avec le nucléaire. Et on est descendu également dans l'infiniment petit du vivant avec l'ADN. Cette maîtrise en fait des briques même de ce qui tisse le réel permet aujourd'hui à l'humanité, à Singe, d'être un véritable dieu. Ce que décrit finalement Harari, c'est que nous pouvons d'ores et déjà changer le génome des animaux, non plus sur le temps long comme nous l'avons fait. Nous avons déjà changé le génome, par exemple, du chien. Quand on voit un chihuahua, il faut bien se dire qu'il y a 15 000 ans, le chihuahua c'était un loup gris. Donc on a altéré complètement son génome pour en arriver là. Mais il a fallu pour cela 15 000 ans de sélection. Aujourd'hui, on pourrait créer un chihuahua à partir du loup gris en laboratoire, probablement en quelques générations, grâce à des technologies de modelage génétique. Nous pouvons donc accélérer le temps, nous pouvons accomplir des miracles, mais nous risquons fort de payer le prix des altérations des différents milieux, des différents biotopes dans lesquels nous vivons, parce que cette capacité à altérer le monde va aussi de pair avec une nécessité d'en drainer toujours plus de ressources et donc de créer toujours plus d'entropie. Et c'est ça que l'on regroupe sous le terme d'effondrement aujourd'hui, c'est le risque de se retrouver face à une entropie. Et donc c'est les dernières révolutions à laquelle ça nous amène. Donc dans une deuxième partie que j'ai appelée l'homme, est-ce que c'est une espèce nocive par essence ou pas? On va sortir un tout petit peu de ce qui s'est passé dans notre histoire, on va réfléchir un peu plus à la métaphysique, qui est l'homme, pourquoi, etc. Donc ma première question c'est, finalement je reviens sur ce qui s'est passé, est-ce qu'une autre espèce que l'homme a été aussi invasive que l'homme d'une façon ou d'une autre, que ce soit une espèce animale ou végétale? D'accord. Alors j'essaie dans la mesure du possible de parler d'humain, parce que l'homme peut renvoyer également à l'aspect masculin de l'humanité. Donc humain ou humanité, c'est plus neutre et je pense que ça sera favorisé dans les années à venir. Il y a des majuscules sur ma feuille, je précise. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc je vais répondre sur le terme. Oui. Par rapport aux humains, à mon avis, c'est ce que je dis, c'est l'espèce invasive ultime, c'est-à-dire que nous sommes adaptés à tous les biotopes. Quand les éléphantidés ont eu besoin de conquérir les zones froides du monde, il y a 6 millions d'années, ils se sont couverts de fourrure et se sont transformés en mammouths. Les humains qui les ont suivis, eux, sont allés plus vite, c'est-à-dire qu'ils ont dominé le feu, ils ont inventé la découpe de la peau de mammouth, ils se sont revêtus de peau, ils ont inventé au bout d'un moment l'aiguille à coudre et ils ont fait des vêtements. Voilà. En d'autres termes, grâce à ces technologies, nous avons pu nous adapter à des endroits complètement invraisemblables. Je pense par exemple à la Patagonie. Aujourd'hui, quand on va en Patagonie, même quand on est sportif, il y a des sommets de 1000 mètres qu'on est incapable de faire. On a du Gore-Tex, on a des technologies géniales, le GPS pour s'orienter et tout. On n'y arrive pas parce qu'il fait froid, parce que les vents soufflent à 150 km/h, même en plein été, avec un grésil qui vous fauche sur la paroi. Voilà. Il faut savoir que des gens vivaient là. Aujourd'hui, ils ne vivent plus, ils sont morts de maladies apportées par les Blancs, mais il y avait des gens qui vivaient au Cap Horn. Il y a de cela seulement 200 ans, et ils sont arrivés là-bas il y a au moins 6000 ans, et ils vivaient nus, parce que
tout vêtement aurait littéralement gelé sur eux. Ils vivaient nus et ils transportaient des bouts de feu pour se réchauffer en permanence. Ils s'enduisaient de graisse animale, des otaries qui ont quasiment disparu aujourd'hui de Patagonie. Et ils envoyaient leurs femmes plonger pour aller chercher des fruits de mer pour se nourrir. Et ils vivaient sur des bateaux à clin, c'est-à-dire qu'ils prenaient des bouts d'écorce, ils les assemblaient un à un, et ils traversaient des détroits que l'on peine aujourd'hui à traverser avec des kayaks modernes, pourtant adaptés aux eaux difficiles, tout simplement parce que leurs bateaux épousaient la forme de l'eau. Donc ces gens-là ont vécu au milieu de nulle part, d'un endroit totalement inhospitalier, et nous nous sommes adaptés avec ces technologies de base à des milieux complètement fous. Donc, l'humain est effectivement une espèce animale qui s'est vraiment adaptée partout où elle est allée sur Terre, grâce à sa capacité à travailler son milieu. Donc la réponse, elle est là. Le problème, c'est qu'à force de développer cette capacité, nous sommes devenus de plus en plus impactants sur le milieu. Et on parle souvent aujourd'hui du capitalisme. Le capitalisme est une de ses modalités. C'est pourquoi j'ai parlé de la création de la première grande société anonyme, qui est la Compagnie des Indes orientales, Compagnie britannique des Indes orientales. C'est tout simplement que c'est un levier formidable pour... comment dirais-je, augmenter la capacité de l'argent à nous organiser pour impacter le monde. Et le capitalisme, en fait, est à la base une idéologie qui est géniale, qui est la dernière grande partie de la révolution morale. Quand je dis géniale, c'est entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la première religion à accomplir ses promesses d'un meilleur temps. De facto, le capitalisme dit, tout le monde peut être riche. Tout le monde peut vivre dans l'opulence, avoir un smartphone, une voiture, un appartement, et ça devient vrai. Il y a 40 ans, il y avait un peu moins d'un demi-milliard de personnes sur Terre qui vivaient dans l'opulence. Aujourd'hui, nous sommes 2 milliards. Et nous sommes toujours plus nombreux à sortir de la pauvreté, à devenir riches. Ça s'est déplacé. Aujourd'hui, c'est en Chine, c'est en Inde que ça se passe. Mais l'OCDE prévoit que 2 milliards de personnes supplémentaires vont sortir de la pauvreté. Voilà. Donc le capitalisme accomplit ses promesses et c'est pour ça que personne n'est prêt à y renoncer, même quand les effondristes aujourd'hui disent mais attendez, une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible, c'est une folie. Oui, c'est un dogme religieux, mais c'est un dogme religieux qui marche aujourd'hui. Le pacte faustien, on devra le payer plus tard, on a déjà signé avec notre sang et avec le sang de nos descendants, mais la facture elle sera présentée à nos descendants. Donc, on va droit dans le mur. Tu as parlé tout à l'heure de la chimie en Allemagne, où on a réussi à prélever de l'azote de l'air pour en faire de l'ammoniac de synthèse, puis des engrais. Donc, c'était Fritz Haber, le chimiste qui a fait ça. Tu nous dis dans le livre, sans lui, on ne serait pas dépendant du pétrole pour manger, mais on aurait des famines. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'était une bonne chose ou est-ce que c'était une mauvaise chose? Alors j'ai écrit Cataclysme il y a 2 ans, et il y a des choses que je dirais peut-être plus aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on aurait des famines? Ça dépendrait des organisations sociales, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on peut probablement nourrir l'humanité sans tout cet apport énergétique fou qui consiste à utiliser le pétrole pour faire des engrais, retourner les terres massivement, les appauvrir, les stériliser littéralement, tasser le sol et puis réaérer le sol, remettre artificiellement des engrais dedans, mettre des plantes sélectionnées génétiquement, etc. Toute cette débauche d'énergie hallucinante qu'on ne va pas pouvoir maintenir pendant très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est en termes de décennies. On sait qu'on peut faire différemment, mais que ça implique un modèle agroécologique différent. Si on n'élève pas autant d'animaux, par exemple en France aujourd'hui 80% de ce qu'on produit dans les champs sert à nourrir des animaux de boucherie, et comme on le fait de façon intensive, la viande n'a pas du tout le même goût que ce qu'elle pouvait avoir il y a 100 ans. Voilà. Donc c'est plein de choses à revoir. Quand les Chinois avaient besoin de produire beaucoup de nourriture et qu'ils n'avaient pas d'apport de l'extérieur, ils avaient un régime complètement végétarien. Aujourd'hui, comme ils copient l'Occident, ils ont un régime de plus en plus carnivore et plus de la moitié de population de porcs du monde est élevée en Chine. Voilà pour le paradoxe. Donc Fritz Haber a créé un nouveau monde, effectivement, mais
c'est le capitalisme, ce sont les acteurs du capitalisme qui ont choisi de faire de sa découverte ce qu'il en avait fait. C'est pas lui qui l'a choisi. Lui, c'est un patriote allemand d'origine juive. Il l'a payé assez cher après, à l'arrivée au pouvoir de Hitler. Mais il voulait donner à l'Allemagne la capacité de fabriquer des explosifs. Et quand il s'est fait l'avocat des gaz de combat, c'était pour abréger cette guerre. Et ça a donné un paradoxe, mais en cela il est un singe comme les autres, c'est-à-dire partagé entre une empathie démesurée et une violence démesurée. En 1919, Fritz Haber a été le premier et le seul, à ma connaissance, dans l'histoire, à se voir proposer le prix Nobel tout en étant poursuivi comme criminel de guerre. C'est assez étonnant. Mais je trouve que sa figure d'être, même si c'est pas quelqu'un de sympathique, résume bien notre trajectoire de l'humanité. Et donc il y a eu cette trajectoire où on a décidé d'utiliser de l'engrais et comme tu le disais, un peu de maltraiter les sols finalement. Est-ce que la marche arrière est possible parce que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours eu globalement une démographie croissante, une espérance de vie croissante. Enfin, et est-ce que la trajectoire inverse est possible sans que ça soit trop catastrophique ? Alors, ce qui est catastrophique, c'est de continuer dans le sens où nous sommes, parce qu'aujourd'hui, c'est une litote que de dire qu'on a altéré les sols. Un sol cultivé de façon ordinaire aujourd'hui, entre guillemets, je dis bien ordinaire parce qu'on parle d'agriculture conventionnelle en l'opposant à une agriculture bio qui serait une agriculture d'élite, etc. Il faut savoir que l'agriculture bio, c'était le seul mode de production agricole qu'on connaissait jusque dans les années 1930. Et même en France, elle était encore largement majoritaire dans les années 1970. Donc l'agriculture conventionnelle, non, c'est une agriculture industrielle. Il faut appeler les choses par leur nom. Cette agriculture industrielle-là, elle a tué les sols. C'est-à-dire que en 40 ans, il reste 10% des vers de terre dans les sols qui ont été traités de la sorte. La vie microbienne a quasiment disparu. Nous avons stérilisé nos sols. Et ceux-ci ne fournissent plus qu'au prix de plus en plus d'intrants, ou d'intrants de plus en plus concentrés, ce qui explique que le volume d'intrants ne fasse que doubler depuis 10 ans. C'est tout simplement que les produits actifs sont de plus en plus concentrés dedans. Donc c'est une folie pure. On le sait. Il faut en sortir. Il est possible d'en sortir. Les sols peuvent être remis en culture, je dirais, plus rationnelle, en 5 à 20 ans, suivant les contextes, suivant les modalités de fertilisation autres que l'on peut mettre en œuvre, suivant le suivi de la faune microbienne et aussi suivant la main-d'œuvre qu'on choisit de mettre au travail dessus. Mais ça tombe bien. Théoriquement, on devrait changer de modèle agricole et on devrait résorber le chômage. Voire absorber des migrations de plus en plus fortes venues du Sud. Or, en plus, la plupart du temps, ce sont des paysans qui viennent du Sud. Donc, je veux dire, il y a une conjonction telle qu'un programme politique fort pourrait exploiter pour redynamiser les campagnes, etc., plutôt que de dépenser des sommes hallucinantes à payer des grands semenciers et à, comment dirais-je, hypothéquer le futur de nos enfants de deux façons, en stérilisant les sols et en laissant de grands groupes alimentaires déposer des brevets à tour de bras sur des organismes dont on aura besoin pour se nourrir plus tard, quoi. Donc, voilà, mais ça implique que l'on sorte du dogme néolibéral et c'est encore une question presque d'idéologie religieuse. C'est-à-dire, effectivement, on est encore sous un mantra qu'on a répété à nos élites en les formant. Le marché ajuste tout pour le bien-être de tout le monde. Au-delà du marché, enfin c'est surtout en lisant Sapiens que je me suis rendu compte de ça. Lui, il dit très clairement, l'homme s'est emprisonné lui-même à partir de l'agriculture. Et donc, aujourd'hui, même si on est conscient qu'il faut changer de modèle, etc., on a l'impression qu'on resterait dans un autre modèle d'enfermement parce que de toute façon, on ne peut pas revenir sur un modèle de chasseur-cueilleur aujourd'hui. Et donc, comment on peut voir les choses de façon un peu plus optimiste ? Alors déjà, l'optimisme, je ne sais pas, c'est le réalisme que je recherche. Je pense qu'il est un peu trop expéditif, Harari, là-dessus. Par exemple, qu'est-ce que l'agriculture ?
l'agriculture, c'est la capacité de modifier notre milieu de façon à lui faire produire plus. Et lorsque les Espagnols sont arrivés dans les Amériques, ils ont dit ces gens-là ne savent pas cultiver. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'acier et puis ils n'avaient plus de gros animaux, donc ils n'avaient pas domestiqué d'animaux qui pouvaient tracter des charrues. Donc ils n'avaient pas de charrues. Et pour les Espagnols, ils n'avaient pas de champs de blé avec des bœufs et des charrues. Mais ils avaient les moyens de faire produire leur milieu énormément en brûlant ce milieu. Quand une souche les embêtait, au lieu d'aller chercher des bœufs et de l'arracher, ils la brûlaient, ils avaient appris des techniques de comburage, ils la brûlaient doucement. Ce qui veut simplement dire que l'on peut faire des agricultures très différentes. Et qu'on a parfois oublié comment les peuples anciens se nourrissaient. C'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs, certes, aujourd'hui on n'y reviendra pas, c'est pas possible, le milieu ne le permettrait pas, ne serait-ce que parce qu'on les a formidablement appauvris par rapport à l'origine, quand on était encore tous chasseurs-cueilleurs sur Terre il y a 12 000 ans. Mais on peut apprendre à être... il y a énormément de techniques que l'on redécouvre aujourd'hui, que l'on réinvente, qui permettent de faire produire énormément dans le milieu. Il y a des expériences en France où on voit bien que des gens avec certaines techniques d'agroécologie parviennent, avec un potager de 100 mètres carrés, à nourrir abondamment une famille entière. C'est tout à fait faisable, sans intrants chimiques, sans grandes machines. Au contraire, c'est l'autonomie alimentaire de l'humanité qui est en jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nourrir l'humanité, on déplace de grandes masses de nourriture sur de très grandes distances. Il faut réapprendre aux gens à être autosuffisants en communauté. Je ne dis pas que chacun doit faire un potager, mais on doit privilégier les circuits courts, les circuits respectueux de l'environnement et l'autonomie alimentaire des régions au moins, sinon des villes, voire des quartiers. Voilà. Toutes les expériences allant en ce sens donneront plus de résilience en cas de choc et surtout sont davantage respectueuses des milieux. Donc, en lisant Cataclysme, on a l'impression que l'humain il a toujours eu un impact négatif finalement sur ces systèmes, sur les écosystèmes en général. Est-ce que l'humain est donc un parasite négatif ou est-ce qu'il pourrait s'intégrer plus harmonieusement avec le reste du vivant? Alors il n'y a pas de parasite négatif, c'est-à-dire qu'on est tous en conjonction avec le reste du vivant. Mais nous avons simplement développé aujourd'hui une idéologie telle, hygiéniste notamment, que l'on pense qu'on peut s'abstraire de cette symbiose-là. Rien de plus faux, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que nous vivons avec une faune microbienne qui nous permet de digérer, voire peut-être même de penser, en tout cas de vivre, de respirer, même que la grossesse soit menée à terme, que les fœtus ne soient pas rejetés comme une greffe extérieure par la mère et conditionnés par une symbiose avec d'autres organismes. À ce stade-là, force est de constater que nous sommes dans une symbiose générale. Nous découvrons que les forêts, par exemple, constituent un écosystème à part entière qui communique par des échanges racinaires. Voilà. C'est ça qu'on détruit aussi quand on détruit une forêt, que l'on plante une monoculture d'arbres derrière. Ce sont des arbres qui ne sont sans communication avec l'extérieur et qui ne rendent pas les services écologiques qu'une forêt mûre peut rendre. Parce que ce n'est pas du tout la même entité biologique. Donc c'est rentrer dans le vivant seul et nous considérer, nous, comme un aspect de ce vivant, passer des pactes avec ce vivant qui nous permettra de sortir. Le rêve que j'ai, c'est un rêve qui a été exposé avant par d'autres penseurs, notamment Oliver Wilson, c'est l'idée que l'on passe un pacte avec le vivant et qu'on dise ok, l'humanité n'impacte plus que la moitié de la Terre, n'habite plus que la moitié de la Terre, et l'autre moitié de la Terre est rendue au vivant pour le sauver, en laissant les peuples autochtones sur place comme gardiens de ces écosystèmes et éventuellement se livrant à du tourisme dans ces écosystèmes. On peut le faire, c'est-à-dire on peut durcir des endroits qui sont encore aujourd'hui protégés. On peut harmoniser planétairement la législation sur les parcs naturels, par exemple, sur les zones de sauvegarde diverses, et décider qu'on n'intervient plus dans ces zones, à part ces occupants que l'on définirait comme légitimes, ces occupants humains qu'on définirait comme légitimes, et qu'on laisserait sur place. Le Nunavut constitue, par exemple, l'État Inuit au nord du Canada, constitue à cet égard une expérience intéressante. Il faudrait le prolonger sur tout le cercle polaire, parce qu'un des risques auxquels on va être confronté
affronter très rapidement, c'est la fonte du permafrost. On sait aujourd'hui que rendre le permafrost dans son état initial de steppe à mammouth, avec des grands animaux qui pâtureraient dessus, permettrait d'entraver sa fonte. Donc peut-être conviendrait-il de réinstaurer l'ancienne faune qu'on a détruite il y a 12 000 ans de ça, peut-être même les mammouths si un type est assez fou pour les cloner, les ressusciter. Pourquoi pas développer sur l'ensemble de la Sibérie gelée un ensemble biotopique qui permettrait de rendre sauvage une partie de la Terre, de réensauvager une partie de la Terre à coût moindre. On dédommagerait ainsi planétairement la Russie pour les terres et les ressources qu'elle perdrait, et on pourrait ainsi entraver une partie des conséquences du réchauffement climatique qui nous pend au nez. Donc il y a ce type de projet que l'on peut développer, ça s'appelle de la géo-ingénierie, mais ça va être nécessaire aujourd'hui, parce qu'on sait que sans géo-ingénierie, on est sur une trajectoire absolument catastrophique. Donc je m'en plains, je pense que la géo-ingénierie va être le pire, mais on peut choisir les programmes de géo-ingénierie dans lesquels on va s'aventurer. Et on n'aura pas le choix. Or, la géo-ingénierie, c'est aussi une source de profit. Le capitalisme va s'en emparer, va nous le vendre, va nous vendre des programmes pour faire pleuvoir ici, pour ralentir l'ardeur du soleil ailleurs. Des choses qu'on n'imagine pas. Il faut être prêt à ça, et il faut que les opinions publiques puissent orienter les choix. Il faut se documenter sur la question. Il ne faut pas dire « Oh, mais c'est pas bien, c'est pas bio, la géo-ingénierie ». On n'a pas le choix. Les scénarios du GIEC nous montrent très clairement que nous sommes sur une trajectoire de 2 degrés centigrades par rapport aux températures de référence de la fin du XIXe siècle, et que nous passerons ce cap dans les années 2050-2060. Nous voyons bien qu'économiquement, nous ne sommes pas prêts à renoncer à l'émission de gaz à effet de serre, elle croît chaque année. Donc nous savons que nous entrons dans l'incertitude en 2050-2060, et le GIEC lui-même le sous-entend dans ses rapports aujourd'hui. Il va falloir faire de la séquestration carbone. Il ne prononce pas le mot de géo-ingénierie, mais la séquestration carbone, c'est de la géo-ingénierie. Donc on n'a plus le choix. On est condamné à faire de la géo-ingénierie. Je le déplore, mais et ça sera un des avenirs. Comment peut-on sortir du coup du système capitaliste dont tu dis qu'il est pervers, tout en continuant à l'utiliser entre guillemets pour faire de la géo-ingénierie ou... Alors on n'est pas forcé d'utiliser le système capitaliste pour faire de la géo-ingénierie. Ce sont deux choses distinctes. Au contraire, je pense qu'il faudrait que ce soit les États uniquement qui fassent de la géo-ingénierie, qui pilotent ça, et que ce soit des projets publics, éventuellement financés par des fondations, mais surtout pas où il y aurait du profit à se faire, parce que là, c'est la porte ouverte à tous les abus. C'est-à-dire qu'on sait bien, par exemple, que les OGM, oui, certes, dans la théorie, ça permettrait de nourrir le monde, de faire des plantes plus efficaces, etc. Dans la pratique, comme les seules sources de profit possibles qu'envisageaient les groupes qui faisaient des OGM, c'était de résister aux herbicides qu'ils vendaient. Les seuls OGM qui sont aujourd'hui largement diffusés sur la planète sont des OGM « Je résiste au Roundup de Monsanto ». Voilà. Donc, on voit bien que quand on laisse le choix au marché de développer les technologies nécessaires à l'humanité, il développe les technologies nécessaires à son porte-monnaie. Ça, c'est une loi. Donc, il faut que ce soit orienté par l'intérêt public, et aujourd'hui, je le déplore également, seuls les États sont en mesure d'imposer un intérêt public sous le contrôle d'opinion publique en démocratie. C'est le seul module fonctionnel qu'on ait encore aujourd'hui pour essayer d'enrayer les choses à l'échelle planétaire, plus le module plus local qui est la mobilisation citoyenne à l'échelle des quartiers, des villes, des régions, etc. qui est là le module local qui est extrêmement important parce que c'est le module où on va expérimenter les différentes solutions. Mais le module global, le seul fonctionnel aujourd'hui, c'est l'ONU, c'est les États, c'est le système étatique. Et c'est lui qui doit gérer ces problèmes-là. Donc oui, pour rebondir là-dessus, justement, tu dis dans le livre que John McNeill dit qu'il y a 3 conditions pour faire marche arrière face à des atteintes écologiques majeures. La première condition, c'est d'être dans un système démocratique. La deuxième, que le gouvernement, l'État puisse faire pression sur les entreprises. Et le troisième, que les entreprises soient volontaires pour changer.
Pourtant, on a l'impression, quand on regarde l'histoire récente, que les changements les plus radicaux en matière d'écologie sont issus peut-être de Cuba ou de Chine. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue quand la Chine fait face à des problèmes locaux, par exemple de pollution. Ils ferment toutes les usines et puis l'affaire est terminée. Ce sont des États qui ne sont pas très démocratiques. Le cas chinois est très particulier. Le régime chinois actuel sait très bien que les régimes qui l'ont précédé se sont effondrés sous des contraintes écologiques. Il en a conscience. Donc, et en même temps, la Chine est le premier pollueur du monde. Comment l'expliquer? C'est tout simple, ça remonte à l'histoire. Mao avait une trouille bleue d'être envahi par son voisin, l'Union soviétique, et même s'il avait construit son économie sur le modèle de l'Union soviétique, il a choisi de rendre chaque région autonome pour qu'elle puisse résister à une invasion. Chaque région de Chine est autonome dans sa production de charbon, sa production de ciment, sa production de matières premières, etc. Il en résulte des trucs abominables, c'est-à-dire que la Chine est structurellement dans une situation de surproduction permanente. Elle produit 60% du béton de la planète, mais au moins le quart de ce béton ne sert strictement à rien, sinon parce que les statistiques du parti exigent que ce béton soit produit. Voilà, c'est malgré tout le béton chinois, 2% des gaz à effet de serre de la planète aujourd'hui. Voilà, donc la Chine, effectivement, parfois elle fait des opérations de communication. Genre, tiens, ça va être les Jeux Olympiques, mais Pékin est dans un brouillard monstre, les athlètes vont même pas pouvoir courir le 100 mètres. Bon, ils vont cracher leurs poumons. Ok, on arrête tout. Effectivement, un régime autoritaire, pour ne pas dire dictatorial aujourd'hui, parce que la Chine était une dictature, est devenue un régime autoritaire, et aujourd'hui redevient une dictature, est en mesure de faire ce genre d'opération publique. Mais dans la pratique, ça ne change pas, parce qu'il y a des résistances internes déjà. Les usines, on les relance discrètement quand les contrôleurs sont partis, etc. Parce qu'il y a des injonctions paradoxales dans le système, etc. Et parce que la promesse fondamentale du capitalisme est ce qui anime également les Chinois aujourd'hui, c'est-à-dire sortir de la pauvreté. Et qu'ils sont en train de le faire. Le béton, il a servi aux Chinois à acquérir plus de logements. Voilà. Mais il faut encore continuer à le faire. Donc on va continuer à faire du béton, on va continuer à brûler du charbon parce que c'est la condition sine qua non d'avoir de l'énergie. En même temps, on va expérimenter plein d'autres trucs, le réacteur nucléaire, etc. Mais que la Chine s'en sorte mieux n'est pas dit. À mon avis, elle préfigure notre futur. La Chine étouffe déjà sa contestation en utilisant le big data, les réseaux sociaux, etc. pour surveiller de plus en plus étroitement ses citoyens et elle les manipule pour adhérer à ce projet. La plupart des Chinois adhèrent à ce projet antidémocratique parce qu'ils pensent que c'est nécessaire. Effectivement, la Chine a des projets de géo-ingénierie qu'elle a déjà mis en œuvre aujourd'hui. Elle a planté d'immenses forêts pour arrêter les vents de sable autour des villes, notamment Pékin. Elle séquestre du carbone en plantant ses forêts. Elle fait pleuvoir aujourd'hui massivement avec des techniques de géo-ingénierie sur le Grand Ouest, sur le Tibet, le Xinjiang, pour accroître la production agricole. Donc la Chine préfigure notre futur dans la mesure où elle fait ce que nous allons faire dans 10 ou 20 ans, abrutir de plus en plus les gens avec les réseaux sociaux pour obtenir un consensus dans la lutte contre la désertification, et en même temps faire de la géo-ingénierie pour essayer d'enrayer les résultats des dégâts que le système surproductif a générés. Ça veut dire, et là je vais peut-être diverger de la littérature classique sur le sujet, que la Chine ne va pas mieux s'en tirer que les autres et qu'à mon avis elle va s'effondrer avant le reste du monde dans cette trajectoire-là, parce qu'elle atteindra les limites avant le reste du monde, et que si un jour le pétrole par exemple venait à manquer, ou un autre élément venait à manquer, la Chine étant de toute façon pas autosuffisante, elle aura des pénuries à gérer, et que c'est à ce moment-là, au moment où la promesse de la prospérité pour tous disparaîtra, qu'elle va probablement se désintégrer politiquement. C'est une hypothèse, mais voilà. Elle n'est pas forcément mieux partie que le reste du monde parce qu'elle est une dictature. Donc aujourd'hui, on a un gros mouvement de collapsologues, de gens qui réfléchissent à l'effondrement, qui se disent ou non d'ailleurs collapsologues. Quel est ton positionnement par rapport à ce mouvement ?
Alors, le gros mouvement, il est devenu médiatiquement connu. De plus en plus de gens écoutent ces thèses. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils les reçoivent. Je ne dirais pas que c'est quand même un gros mouvement. Mais on en parle médiatiquement et c'est déjà un progrès énorme depuis un an. Et c'est de plus en plus fort. Je préfère le terme d'effondriste, mais ça c'est une petite nuance bête. Ma position, c'est que je suis effondriste à, je dirais, 60-70%. C'est-à-dire que je pense qu'un effondrement est une probabilité forte, de l'ordre de 70% peut-être, et qu'elle va s'accroître si on ne fait rien fortement. En revanche, ne jamais donner de chiffres, ne jamais donner de prédictions, ça me semble être une prudence élémentaire dans la mesure où le système capitaliste est encore actif et même il est à l'échelle planétaire toujours en train de croître. Nous sommes dans une partie du monde qui est privilégiée. Avouons-le, dans l'histoire humaine, il n'y a quasiment aucun moment où on a vécu aussi bien. Et en plus, nous avons la chance de faire partie des 2 milliards d'élus sur 7,5 milliards d'humains qui vivent très bien dans des appartements chauffés avec des infrastructures à notre disposition, une espérance de vie pour l'instant longue. Et quelque part, il faut aussi comprendre les gens qui sont aux marges et qui sont sur le point de rentrer dans ce système. Voilà. Et donc, il va falloir vider le capitalisme de sa charge idéologique, émotionnelle, religieuse, d'accomplissement de l'humanité et trouver de nouveaux récits. Mais comme d'autres qui s'efforcent de trouver de nouveaux récits, que ce soit Cyril Dion ou Pablo Servigne, je ne sais pas comment les construire. Voilà. Mais c'est à ça qu'on va devoir s'employer, c'est-à-dire effectivement rendre désirable à notre futur. Et donc, est-ce que personnellement dans ta vie, tu as décidé de changer des choses vis-à-vis de l'effondrement? Tu parlais tout à l'heure d'autonomie alimentaire par communauté, par exemple. Est-ce que toi, c'est un cheminement que tu as ou que tu aimerais avoir? Alors, c'est un cheminement que j'ai, mais depuis longtemps, même avant mes réflexions sur l'effondrement. Je fais partie, là où j'habite, de circuits courts de production. J'achète soit en biocoop, enfin ma nourriture soit en biocoop, soit auprès d'agriculteurs bio installés à proximité. Je participe à des initiatives genre monnaie locale, etc. Après, c'est quoi avoir beaucoup moins d'impact sur l'environnement? J'aime beaucoup voyager, il m'est difficile d'y renoncer. Mais en même temps, je n'ai pas d'enfants. Donc, quelque part, le plus gros impact environnemental que j'aurais pu avoir dans ma vie, c'est d'avoir des enfants. Je suis un peu taquin à ce sujet-là, mais c'est une réalité. Voilà, donc il est difficile de faire la morale à qui que ce soit. Utiliser Internet pour regarder des vidéos, c'est déjà une consommation énergétique importante. Nous sommes biologiquement des êtres qui devons piocher dans notre milieu pour vivre. C'est-à-dire que même si on se repliait sur son potager, on aurait un impact environnemental. Voilà, il faut le savoir, il faut éventuellement être capable de le mesurer. Mais il faut apprendre aussi à vivre avec ces injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout un système qui s'est construit dans la culpabilisation des individus en leur disant « mais vous n'en faites pas assez pour l'environnement, vous ne triez pas assez, vous... » Voilà. Parce que c'est économiquement rentable. C'est à nous de faire pression sur nos dirigeants pour enlever cette charge environnementale des structures. Parce que nous baignons dans des infrastructures qui consommons forcément de l'énergie. Les gilets jaunes nous renvoient ce paradoxe à la tête quelque part. C'est-à-dire qu'on leur dit, mais arrêtez de polluer avec leur diesel, avec vos diesels, ou si vous continuez à utiliser des diesels, acceptez de payer plus. Sauf qu'ils vivent, moi j'en ai plein de gilets jaunes autour de moi, parce qu'il se trouve que je suis en périphérie d'une petite ville, qu'il n'y a plus de transport en commun, qu'on a amené les gens à acheter du diesel parce qu'il fallait aider Peugeot et Renault à rentabiliser leurs trucs et qu'on a fermé les yeux sur le fait qu'ils truquaient les tests, etc. Donc on a manipulé les gens pour qu'ils achètent du diesel. On leur a enlevé tous les transports en commun. En bas de chez moi, il y a les ruines d'un ancien chemin de fer qui passe et qui est désaffecté depuis 30 ans. Et il y a également des arrêts de bus qui ne servent plus. Et donc mes voisins ils sont bien forcés de prendre la voiture parce qu'ils sont dans des économies de service pour aller à la ville travailler, pour aller prendre des enfants, les amener à l'école.
Et donc, ils râlent, ils ont tous leur gilet jaune. C'est logique. Et on leur dit, mais vous pouvez faire du télétravail. D'abord, tous ne le peuvent pas. Et ensuite, le télétravail, ok, mais j'ai beau être à 7 km d'une grande ville, j'ai un Internet tellement lent que j'arrive même plus à afficher un journal en PDF sur mon écran quand je suis chez moi. Voilà. Donc, les infrastructures que construit l'État et qu'entretiennent les services étatiques sont fondamentales aussi dans des économies qui seraient moins carbonées. Et les mairies, certes, parfois essayent de le faire, mais sont fort démunies par rapport aux besoins qui sont ceux des populations. C'est aussi ça qu'il faut entendre dans les Gilets jaunes, et pas seulement le tabassage de flics ou autres. C'est vraiment, pour une immense majorité d'entre eux, un désarroi face à une injonction paradoxale parmi d'autres. Alors j'ai trouvé un article sur internet qui fait une toute petite critique de Cataclysme, donc je me permets de te poser la question. C'est Nicolas Cazot et Anna Minsky qui ont écrit donc, le 3 octobre 2018. Je ne sais pas si tu as lu cet article. Je crois que si. Donc c'est un article qui s'appelle « Non, l'humanité n'a pas toujours détruit l'environnement ». Il cite Adrastia qui dit « La protection de l'environnement est incompatible avec l'existence humaine ». Il cite également Jean-Jacques Hublin. Donc, quand les hommes sont arrivés, surtout dans des régions où il n'y avait pas eu de peuplement humain auparavant, comme en Australie ou en Amérique, ils ont eu un impact énorme sur l'environnement et sur la faune. Et ils disent dans l'article « Aucune étude archéologique ne permet d'affirmer une chose pareille ». Et enfin, ils finissent leur article en disant « Le mouvement écologiste ne doit pas se laisser envahir par cette idéologie fataliste et excessivement réductrice de notre passé commun. » Donc, je voulais te laisser un droit de réponse. Le droit de réponse, il est simple. J'ai même pas envie de répondre. Que Nicolas Cazot, au lieu d'insulter les gens sur Internet, lise les livres sérieux sur la question, les sources sérieuses, et arrête de raconter des bêtises. D'accord, donc non, ça va être une réponse. J'ai développé un peu ça dans un article qui vient de paraître dans Sciences Humaines. Aucune trace archéologique. Ça se discute. En revanche, des traces écologiques, c'est-à-dire des statistiques des disparitions d'animaux, le montrent clairement. Voilà. Montrent clairement qu'il y a un lien entre l'arrivée des humains et la disparition des animaux. Le débat qui oppose aujourd'hui les paléontologues et les écologues, c'est simplement est-ce que c'est le réchauffement climatique d'il y a 12 000 ans qui a entraîné la disparition de ces grands animaux, ou est-ce que c'est l'arrivée de l'homme, sachant que les deux en Amérique sont concomitantes. J'aurais dû dire l'arrivée de l'humain, peu importe. Statistiquement, les grands animaux en question, 85% ont disparu. Il y avait 6 espèces d'éléphantidés, par exemple, et tous disparaissent à peu près à ce moment-là. Ça, c'est attesté. On raconte que les ossements sont datés au carbone 14, etc. Non, quand on va dans la littérature scientifique récente, on voit bien que ces animaux-là sont tous attestés il y a au moins 19 000 ans, voire plus récemment. Donc la question est, est-ce l'humain, est-ce le réchauffement? Les deux sont arrivés en même temps. Ces animaux-là avaient résisté en moyenne à au moins 6 à 10 cycles de réchauffement comparable. Et ils disparaissent tous à l'arrivée des humains. Donc, l'humain était un agent déclencheur, au minimum. C'est-à-dire que peut-être qu'à chaque coup de chaud, ces animaux-là étaient fragilisés, mais il n'y avait pas eu un agent extérieur pour les précipiter dans l'abîme. Voilà. Alors peut-être que les humains ont été moins actifs que le réchauffement, mais en tout cas, ils ont été décisifs dans cette disparition-là. Après, il y a des traces archéologiques, ne serait-ce que même sur le site éponyme de Clovis, on a des traces de mammouth qui a été tué par des humains. Et quand on regarde la littérature sur les découvertes en Sibérie ou en Europe de l'Est, on voit bien que nos ancêtres tuaient des mammouths depuis très longtemps. On a même un éléphantidé, je ne sais plus de quel type vraiment, qui est tué et dépecé il y a 300 000 ans en Grande-Bretagne. Dans la littérature scientifique, c'est très décrit, etc. Et il faut singulièrement ignorer la littérature scientifique pour raconter des choses pareilles. Il y a un débat, mais de plus en plus, les spécialistes penchent vers la thèse d'un humain qui aurait accéléré, sinon déclenché, ces extinctions. Ton dernier livre s'appelle Homo Canis. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on apprendra de nouveau dans ce livre ?
Alors, c'est la même histoire, mais racontée du point de vue des chiens. C'est-à-dire que là, les chiens prennent la parole, 16 chapitres, 16 canidés qui témoignent. Donc, d'abord, Loup qui raconte d'où il vient, pourquoi il a dominé le monde avant l'arrivée d'un singe particulier. Renard qui raconte comment Loup s'est fait domestiquer et pourquoi lui n'a pas été domestiqué. Et puis après, il y a différents canidés toujours qui témoignent suivant les usages qu'on en a fait. Donc Dog raconte comment on l'a utilisé à la guerre. Bichon raconte comment il a aidé les puissants de ce monde à supporter les charges de leur responsabilité. Dalmatien raconte comment il est devenu une star, etc. Donc ça permet de revisiter l'histoire de l'humanité à travers le regard des chiens, parce que le chien finalement c'est un loup infantilisé, un loup artificiel qui nous a accompagnés de tout temps. Ça fait au moins 20 000 ans qu'il traîne dans nos pattes, sinon davantage. C'est le premier animal domestiqué, c'est celui qui nous sert à tout, hein. On s'en sert pour détecter des mines, comme pour aider les personnes handicapées, voilà. On s'en sert pour retrouver des personnes égarées, pour aller chercher des gens qui se noient, pour... Les usages sont infinis avec le chien, c'est ça qui est génial. Donc on peut parler de tout ce qu'on fait, de tout ce que fait l'humanité, y compris comme d'un brouillon, en fait, pour le pire. C'est-à-dire que, par exemple, tu le sais, on a envoyé une chienne dans l'espace avant d'y envoyer des humains et on l'a laissé crever là-haut, elle s'appelait Laïka. On a testé différentes choses sur les chiens, on les a enfermés avant de tester les camps de concentration. On a éradiqué les chiens errants, donc à ce moment-là. On a fait beaucoup de choses et aujourd'hui on est en train de cloner les chiens, par exemple. Voilà. C'est juste que comme le chien a servi de bande d'essai à peu près à tout ce que l'homme a imaginé de pire avant de se l'appliquer à lui-même, c'est aussi une sonnette d'alarme. Enfin, dernière question, ce sera une question rituelle dans les interviews de la chaîne Collapso. En 2022, Laurent Testo est élu président de la République pour la dernière chance. Quelle est la première chose que tu dirais aux Français ou que tu entreprendrais ? Waouh! Réformer l'agriculture, je pense que c'est le plus urgent. Aujourd'hui en France, je dis bien, pas au niveau mondial peut-être, mais en France, voilà. Au niveau mondial, je ne sais pas quelle serait l'action diplomatique que j'entreprendrais. Il faudrait que je réfléchisse et que je trouve des conseillers, parce que il est impossible à quelqu'un de gouverner seul, en fait. Contrairement à l'image de l'homme providentiel que l'on voudrait donner de certains élus aujourd'hui. D'accord, merci Laurent Testo d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Merci Olivier Biot de m'avoir tendu le micro aussi longtemps. Pour passer au niveau suivant, cliquez sur le rond central puis sur s'abonner. Vous pouvez ensuite visionner l'un des 2 épisodes proposés. N'hésitez pas à pouce bleu ou commenter pour aider la chaîne. À bientôt.